Bonjour à tous, c'est un redoutable honneur de débuter ce colloque. Oui. Alors, le Verdon. Le Verdon, pas grand monde ne connaît le Verdon, je pense. Port largement inconnu, port aussi méconnu, mais qui, à mon avis, mérite d'être connu. Deux mots de présentation. Tout simplement, en partant de cette vue aérienne du Verdon. Le Verdon, côté mer, se situe donc à l'embouchure de la Gironde, le premier estuaire européen. C'est la dernière terre avant l'océan, en quelque sorte, sur la rive gauche de la Gironde. Le Verdon, c'est un port qui pose problème d'ailleurs, un port qui est une rade, tout d'abord, d'environ 5-6 km de long et 2-3 km de profondeur. Donc, un port et un port surtout d'embouchure. Côté terre, le Verdon, vous le voyez dans le cercle que j'ai tracé, le Verdon se situe à la pointe d'une presqu'île. C'est un territoire quasiment désert, même encore aujourd'hui. C'est un Finistère, c'est un bout du monde qui est fait de sable et de marais. Alors cet espace portuaire du Verdon, on sera amené à essayer de définir, est intéressant, je pense, par son histoire sur la longue durée, qui est faite d'une série de créations, de recréations d'ailleurs, puis ensuite d'abandon, puis de mutation, le tout selon des cycles plus ou moins longs, des cycles parfois séculaires, puis ensuite des cycles plus brefs de 20 ou 30 ans. C'est donc ce processus-là d'une série de créations, d'installations portuaires que je voudrais aborder dans cette communication. Alors, je vais suivre un plan chronologique, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, partir de la période la plus longue, mais sur laquelle on n'a pas énormément de choses, c'est-à-dire le fait que le Verdon, c'est d'abord une rade que j'ai qualifiée de rade de latente depuis le Moyen-Âge. On pourrait même probablement remonter jusqu'à l'Antiquité. Alors, le Verdon, c'est d'abord une création naturelle, même si j'aime pas tellement ce terme de naturel, mais en l'occurrence, ici, je crois que ça s'impose. Création naturelle qui est un abri qui est obligé pour tous les bateaux qui sortent du grand port de Bordeaux et pour tous les bateaux qui vont vers le port de Bordeaux. Cette carte est un petit peu plus précise. Donc, le Verdon la rade du Verdon se situant ici. Le Verdon, donc, c'est une rade abritée des vents dominants d'ouest par la pointe de Grave qui est ici, qui donc protège les navires qui sont au mouillage dans la rade du Verdon. Et c'est également donc une rade qui est vaste et une rade qui est profonde, entre 10 et 15 mètres pour les fonds. Alors c'est un lieu de passage obligé par rapport aux navires qui vont ou qui sortent de Bordeaux. Un lieu de passage obligé où ils sont forcés, la plupart du temps d'ailleurs, de rester plusieurs jours, plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, nous disent différents textes. En effet, il faut que différentes conditions soient remplies, notamment pour pouvoir sortir de cette rade et gagner la haute mer. D'une part, il ne faut pas que les vents viennent de l'ouest. Or, les vents dominants, ils sont à l'ouest. Première condition. Deuxième condition, il ne faut pas que la mer soit mauvaise. Cette zone est épouvantable, avec ses brisants, ses déferlantes, et on ne sort pas par mauvais temps. Et il faut, en plus, sur le temps court, sortir avec la marée descendante, le courant de marée descendante, et rentrer avec le courant de marée montante. Alors, une fois que ces conditions sont remplies, on peut éventuellement sortir et affronter tous les périls de l'estuaire, autrement dit, ces bancs de sable que vous voyez, ces chenaux, ces passes tortueuses, extrêmement étroites, qui rendent cette zone-là particulièrement dangereuse. C'est sur cette zone que se développe donc une rade foraine
une rade ouverte, une rade sans véritables installations, qui se développe face à une autre rade, c'est la rade de Royan qui se situe juste en face. On a deux rades face à face dans cet estuaire. Alors longtemps, les navires ont préféré aller mouiller à Royan. Alors pas parce que la rade est de meilleure qualité, on voit qu'elle est beaucoup plus petite, mais cette rade, elle se situe sous la protection d'une ville. Royan, c'est une ville, c'est un port avec une jetée, donc une protection, des capacités, des possibilités de débarquement et de ravitaillement. Puis surtout, Royan, c'est une ville forte, une ville fortifiée, avec un château, autrement dit, qui protège les navires au mouillage. Alors que du côté du Verdon, il n'y a strictement rien. C'est une rade ouverte, mais une rade qui potentiellement est de ce côté-là dangereuse. Alors les choses vont changer. Donc Royan est plutôt préféré comme rade, mais les choses vont changer au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. Royan, c'est une ville protestante et qui, dans la phase des secondes guerres de religion des années 1620, assiégée par Louis XIII et Richelieu, Royan va être prise et l'ensemble des fortifications de Royan et des installations portuaires de Royan sont démolies, sont démantelées en 1631. Donc Royan n'existe pratiquement plus et la rade du Verdon va bénéficier en quelque sorte de la conjoncture politique et militaire qui va déclasser Royan. Alors cette rade du Verdon, c'est une rade sauvage qui, peut-on dire, est un véritable parking à voilier. Devient un gigantesque parking à voilier, un des grands parkings à voilier d'Europe. Minimum plusieurs dizaines de bateaux y stationnent en même temps, en attendant le vent favorable. Et ça, ils y restent plusieurs semaines, voire parfois 2 à 3 mois. Et même en période de guerre, on atteint un parking qui abrite 100, voire 200 voiliers, tout simplement parce que c'est là que se forment les convois, escortés ensuite par les navires de guerre. Donc, un gigantesque parking à voiliers. Alors, en 2 mots, comment fonctionne cette rade? Alors, c'est une rade qui fonctionne sans pratiquement aucune infrastructure portuaire. Il n'y a pas d'organisation portuaire, c'est-à-dire c'est un mouillage sauvage, on jette l'ancre un petit peu où on veut, où il y a de la place, en quelque sorte. Sinon, en période de guerre, où là, il y a un commandement militaire, évidemment, qui organise la rade. De ce fait, c'est une rade qui est assez dangereuse, énormément d'abordages, d'une part, une rade qui est dangereuse aussi parce qu'elle n'est pas protégée. Autrement dit, les corsaires, anglais, espagnols, se régalent. Ils entrent facilement dans la Gironde et ils viennent prendre les navires qui sont au mouillage. Autre problème que je voudrais simplement évoquer, c'est la relation entre la rade et la terre. Or, ce problème des rades, à mon avis, il est peu connu et je trouve passionnant. Alors, au Verdon, face à la rade, c'est un désert. Voilà ce qu'en dit, vous voyez, l'intendant de Guyenne. Il n'y a point de lieu plus désert en France que le Verdon, endroit sec et aride où il n'y a que des sables. Alors simplement, au XVIIIe siècle, quelques petites infrastructures sont mises en place. D'abord une chapelle, ça peut surprendre, mais c'est la première infrastructure qui est construite en 1723 pour les équipages obligés de rester un temps considérable au Verdon où ils n'ont aucun secours spirituel. C'est ce qui est prioritaire, comme équipement, en quelque sorte. Et puis, des équipements quand même militaires, mais extrêmement sommaires, simplement des batteries construites au début de chaque guerre et abandonnées à la fin de chaque guerre, à partir de la guerre de 7 ans, fortifications extrêmement légères, donc il n'y a pas grand-chose, là encore, pour protéger le mouillage. Et puis enfin, le problème de la relation de la rade et de la terre, c'est un lieu d'échouage, mais il faut bien que ces dizaines de navires, qui restent parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut bien qu'ils aillent à terre pour le ravitaillement. Et ça, on le connaît extrêmement mal, ce problème. Qu'est-ce qu'on a? On a un simple village, un village de avec quelques dizaines de maisons. On a des cabarets, je cite, où les matelots font de grandes débauches, bon, un classique. Et puis aussi, j'ai trouvé des petites choses dans les dossiers de naufrage, notamment, qui montrent qu'on descend à terre. Qu'on descend à terre en allant s'échouer, tout simplement, pour aller se ravitailler. Mais je dirais que ce problème, il reste largement ouvert. Alors donc, vous voyez, une rade,
d'intérêt, je dirais pas seulement national, mais une rade d'intérêt international, le Verdon, mais sans infrastructure portuaire. Et à côté, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un petit port, de petits ports, eux, d'intérêt locaux, qui sont liés à des marais salants qui se situent juste en arrière. Ici, donc, vous avez la Pointe de Grave, la rade, et là, vous avez un ensemble de marais salants non négligeables, environ 400 hectares au XVIIe siècle, ce qui signifie des chenaux pour irriguer et pour drainer ces marais, et chaque chenal correspond de fait à un port, un petit port, mais petit port où les barques viennent s'échouer, et on charge, comme on dit, à la planche le sel, mais là aussi sans véritable infrastructure portuaire. Voilà ce qu'en dit l'ingénieur Claude Masse. Il n'y a que 2 mauvais ports, qui sont le chenal de ce lac et celui du Verdon, où remontent des barques et autres petits bâtiments pour charger du sel, qui alimente ensuite un trafic vers Bordeaux. Donc vous voyez, du Moyen-Âge au XIXe siècle, on a une rade internationale majeure, aux infrastructures portuaires très limitées, et à côté de ça, de manière indépendante, on a de petits ports du sel, qui eux sont d'intérêt régional. On passe au XIXe siècle ensuite. Alors, le XIXe siècle, il ne se passe pas énormément de choses, mais il faut quand même les évoquer. Le XIXe siècle, c'est une transformation de la rade et quand même la création, là je suis vraiment dans le sujet, je crois, la création d'un port de service qui va s'appeler Port-Bloc. Alors cette rade du Verdon, c'est une rade qui est menacée depuis le XVIIIe siècle et au XIXe siècle, menacée par l'érosion marine. Par l'érosion marine, c'est le recul très spectaculaire de la Pointe de Grave en longueur, 1,5 km en un siècle, et également en épaisseur, les attaques de la mer. Avec le risque de la disparition de la rade, je cite, vous voyez, ce discours du Conseil général de la Gironde en 1839, la rade du Verdon, si précieuse pour les navires qui entraient dans la Gironde, a déjà perdu presque tous ses avantages. Et ce mouillage risque d'être complètement anéanti. La Pointe de Grave formait un véritable brise-lame. La perte de la rade du Verdon est aujourd'hui presque consommée. Avec comme conséquence, ils exagèrent un peu, mais à peine, le lancement d'un programme de grands travaux au XIXe siècle, alors qui traduit la prise de conscience des Bordelais, de la Chambre de commerce de Bordeaux notamment, et de l'État, de l'importance de la rade, dont on ne s'occupait pas jusque-là. Puis cette rade, elle était considérée comme naturelle, il n'y avait rien à faire, elle était suffisamment profonde. Alors là, il va y avoir 2 actions. D'une part, au début du siècle, la fixation des dunes par des plantations de pins pour l'essentiel, pour empêcher le sable de se déplacer. Et puis surtout, à partir de 1840, un programme de grande envergure de défense de la côte. On va construire des épis rocheux, une digue tout le long du littoral, et aussi une jetée à la Pointe de Grave. Donc des travaux efficaces, mais on voit qu'à partir de là, la rade, elle change de nature. La rade naturelle devient un espace portuaire qui est protégé, qui est endigué et qui est véritablement aménagé. Alors, avec une conséquence surprenante de ces travaux, c'est la création d'un port nouveau qui s'intitule Port-Bloc. En effet, pour débarquer tous les matériaux nécessaires à la construction de ces digues, c'est quelque chose d'assez énorme, il faut des infrastructures portuaires qui n'existaient pas jusque-là. Or, tous ces matériaux sont importés par mer. Sur place, il n'y a rien, il n'y a que du sable. D'où, dans un premier temps, la réutilisation du port, des petits ports du sel qui existaient, qui sont plus ou moins aménagés, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, rapidement, ça ne correspond pas à ce qu'on recherche, et ça s'envase, et c'est rapidement inaccessible. Simplement, je n'en reparlerai pas, ce chenal, il est abandonné, puis ensuite réutilisé à la fin du XIXe siècle avec le développement de l'ostréiculture. On passe d'un port du sel à un port des huîtres. Et ce port des huîtres, ah oui, je franchis rapidement cette très belle carte postale qui montre ce que sont ces chenaux. Là, c'est devenu, il l'appelle port de pêcheurs ou port des huîtres. Alors par contre, ce qui est plus important pour nous, c'est le remplacement de ce petit port chenal par un nouveau port en 1875. Là, il y a une date bien précise, sur un site vierge, dans le fond de l'Anse, protégé par la digue, c'est Port-Bloc. Le nom de Port-Bloc, parce que c'est là que les ponts et chaussées font arriver les blocs
nécessaires aux travaux de défense de la pointe du Grave et à la construction du fort. Donc là, c'est un port véritablement endigué. Le voilà, 1938, mais il n'a pas changé de configuration. Vous avez donc toutes les défenses ici, la digue, la jetée de la pointe de Grave, et dans le fond de ce marais, on voit la construction de port-bloc qui est protégé par une digue. Donc on a là un port entièrement artificiel qui, dans un premier temps, sert au débarquement des marchandises pour les grands travaux de la pointe. Et puis, on va profiter de la construction, de l'aménagement de ce port également, pour en faire le port d'arrivée du vapeur de Royan. Royan, juste en face, c'est une des grandes stations balnéaires déjà du XIXe siècle, et un vapeur est mis en place entre les deux. Et ça devient le lieu de débarquement. Voilà une carte postale aussi vers 1900 qui montre ces voyageurs endimanchés qui arrivent de Royan et qui débarquent à la pointe de Grave à Port-Bloc. D'ailleurs, c'est le terme, c'est le Port-Bloc. Voilà aussi ce nouveau port, 1938. Vous avez la cale d'accostage du bac et des matériaux. Vous avez aussi désormais le service des phares et balises. Et on voit cette digue qui protège le port et le fort qui se situe ici. Donc vous avez un ensemble là entièrement artificiel et entièrement endigué. Alors, tout ça ne va pas très très loin. C'est toujours une rade un petit peu différente. Mais au XIXe siècle, Bordeaux hésite. Bordeaux a pris du retard au XIXe siècle dans la mise en place d'installations portuaires en aval. Notamment, c'est la grande mode au XIXe siècle, avec la construction éventuelle d'un avant-port d'escale, qui serait accessible aux plus gros navires et notamment aux paquebots. Donc là, le modèle, il existe déjà avant. C'est le modèle, évidemment, dont nous parlera Guy Sopin, le modèle de Nantes et surtout de Nantes et Saint-Nazaire, le duo Nantes-Saint-Nazaire. Or, les Bordelais vont reculer. Les Bordelais, ils ont peur. Ils ont peur que se produise ce qui s'est un petit peu passé pour le duo Nantes-Saint-Nazaire, qu'un avant-port, construit notamment au Verdon, vienne concurrencer le site de Bordeaux. Et Bruno Marnot parle pour ça de syndrome de Saint-Nazaire, l'expression me paraît intéressante, et il y a un véritable blocage économique et blocage culturel des Bordelais qui ne veulent pas d'avant-port. Enfin, qui y vont, mais qui vont à reculons. Alors, on a au moins 20 ou 30 ans de débats et d'hésitations avant d'arriver à l'établissement d'un programme de grands travaux pour Bordeaux, pour Pauillac, et surtout avec la création d'une station d'escale d'abord pour les paquebots, qui est donc installée, qui est prévue au Verdon, le tout repris par la loi de juillet 1910. Là encore, une autre date fixe, là, claire et nette, pour la création. Alors, décision, vous voyez, non sans réticence. Alors évidemment, manque de chance déjà. Ils n'ont jamais eu de chance au Verdon. Manque de chance, 1910, la guerre, Première Guerre mondiale, et donc les travaux vont être reculés de plus de 10 à 15 ans avant de démarrer. Donc un 19e siècle où Bordeaux a pris du retard et où le Verdon n'existe pas véritablement comme port, ça reste simplement une rade. Troisième point maintenant, un siècle à peu près, le dernier siècle, un avant-port manqué de Bordeaux, le Verdon. Alors le projet mis en place en 1910 va être concrétisé à partir de 1927 avec la création d'un môle d'escale et d'une gare maritime. Conçu pour accueillir les grands paquebots, juste à l'embouchure, on n'a pas à remonter les 100 km de l'estuaire, des travaux de très grande envergure, qui durent de 27 à 33, qui mettent en œuvre les dernières technologies de l'époque, avec un môle de 317 mètres de long. Donc voici les travaux. Nous sommes en plein travaux à ce moment-là. Vous voyez l'ampleur des travaux. Môle qui est relié à la terre par un viaduc de plus de 300 mètres, là encore. Et ça s'accompagne d'une gare maritime, je dirais, modèle, on dirait aujourd'hui un peu multimodale, puisque la voie ferrée entre dans la gare maritime, de même que la route. La voie ferrée,
la gare maritime lors de son inauguration en 1933 avec l'arrivée du paquebot Champlain. Donc vous avez, vous voyez, un équipement là, de pointe, pourrait-on dire, qui est en place en 1933. Là, on a l'impression, là, on est vraiment devant un avant-port très structuré à la pointe de ce qui existe au XXe siècle. Mais là encore, pas de chance. 1933, 1940, terminé. En 1944, les Allemands font sauter l'ensemble de la gare maritime, tout simplement parce que les Allemands se sont enfermés dans la poche de la pointe de Grave et détruisent tout fin 1944. Donc, une période, là encore, de vide entre 1944 et 1964, où il n'y a que des ruines et puis le petit port-bloc qu'on a vu précédemment. Alors, Bordeaux, le grand port autonome de Bordeaux, néanmoins, va relancer différents projets et va cibler, je dirais, des trafics lourds spécialisés. Ce sera le pétrole, d'abord, puis ensuite les porte-conteneurs. D'abord, on va réutiliser l'appontement du môle d'escale, dont les bases étaient restées en place. Les Allemands avaient fait sauter toute la partie supérieure, en quelque sorte. On va le réutiliser pour les pétroliers. Et un appontement qui est réutilisé pour l'accostage des superpétroliers, en lien avec des raffineries de pétrole qui sont plus en amont du côté de Bordeaux. Le tout s'accompagnant de cuves de stockage sur les terrains en arrière. Donc là, on a la recréation d'un port avec la réutilisation, quelque sorte de l'appontement qui existait précédemment, inauguré en 1967, et le port pétrolier couvre jusqu'à près de 50, la moitié du trafic de Bordeaux. D'accord. Alors, pas de chance, déclin. Avec le choc pétrolier, la fermeture des raffineries, l'appontement ferme, voilà, un gros pétrolier, en 1990. Alors, j'aurais pratiquement terminé. Une fois l'aventure pétrolière terminée, 1990, on tente la carte du terminal porte-conteneurs, que vous voyez là à l'arrière-plan, à partir de 1976, cette fois, et l'aménagement d'un gigantesque terre-plein. Mais là aussi, échec. Échec, ça va pas mal débuter, puis ensuite ça va vivoter avant de s'arrêter au début des années 2000. Donc deuxième échec, deuxième malédiction. Et ces malédictions, elles vont continuer jusqu'à aujourd'hui. Projet de port méthanier en 2006, ça échoue, c'est abandonné, sur toujours l'ancien appontement. On essaie de relancer, là aussi, le terminal porte-conteneurs, échec. L'année qui vient de s'écouler, ils ont racheté des portiques, mais là aussi, le quai reste désert. Donc, vous voyez, c'est une malédiction qui, en quelque sorte, poursuit le Verdon, qui est liée à son isolement, mauvaise relation avec Bordeaux, qui est liée aussi depuis l'origine, j'ai l'impression, aussi aux stratégies, aux hésitations de Bordeaux. Et aujourd'hui, des quais déserts, le Verdon, c'est un bourg de 1300 habitants, c'est pas Saint-Nazaire, et puis c'est simplement un lieu de passage pour touristes. Alors le bac Royan-le-Verdon, ça fonctionne, 1 million de passagers, 1 million de personnes qui passent, c'est un port de plaisance, et puis on voit revenir les paquebots, simplement, sur le quai. Donc je dirais un siècle de déboire. Je voulais conclure sur cette image qui, on voit s'enchaîner les différentes ports, je ne le ferai pas, mais je crois que j'ai essayé, vous voyez, de reconstituer un petit peu cette trajectoire originale du Verdon et qui se termine par une série d'échecs à répétition. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long.